Bonjour Marc. Hello Cécile, bonjour. Oh, écoute, ça me fait très très plaisir de t'accueillir pour ce podcast où on va en savoir un petit peu plus sur toi avec ces toujours fameuses questions que je pose à chaque invité, mais qui finalement permettent de vraiment mieux te connaître. Ok, ben pour moi aussi, tu sais, c'est joyeux de pouvoir d'abord répondre à tes questions et puis au travers des questions de pouvoir transmettre voilà ce que je vis, ce que j'essaye de partager. Super, super. Eh bien alors, sans plus tarder, je passe à la première question. Comment ta ou tes méthodes se sont invitées dans ta vie? Oui, alors comment elles se sont invitées dans ma vie je dirais, pour commencer, je dirais avec l'accompagnement des personnes en fin de vie. Quand j'ai suivi une formation de bénévole accompagnant et que j'ai commencé à pratiquer, je pense que là déjà ça s'est inscrit, c'est-à-dire qu'après plus tard, j'ai retrouvé dans les accompagnements que je propose encore aujourd'hui, ce qui a pu être vécu de ces premiers accompagnements aux personnes en fin de vie que j'ai eu le bonheur de pouvoir vivre, hein, ces personnes qui m'ont accepté près d'elles dans ces moments difficiles. Et ensuite, à travers cette formation-là, et puis et ensuite après avec la formation de psychothérapeute. Voilà, donc tout doucement, une fois que j'ai terminé cette formation de psychothérapeute, même déjà avant, j'avais commencé déjà à donner un petit peu des formations grâce à une personne qui m'avait proposé de le faire avec elle, avec l'association Jamal. Là, déjà, j'avais commencé un peu à pratiquer et à sentir ce qui était juste pour moi. Mais dis-moi, j'ai une question subsidiaire. Qu'est-ce qui t'a poussé justement vers cette association Jamalv? Pourquoi à un moment c'est venu dans ta vie justement? Est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à l'accompagnement en fin de vie, dans ton histoire personnelle, dans ta vie, qui a fait que tu t'es dirigé vers ça ou pas du tout? Non, à ce moment-là, non, pas du tout. Il y a pas, on peut pas véritablement répondre avec un pourquoi. À un moment, ça s'est présenté comme une évidence. Quand j'ai recherché, j'avais le désir de participer à une association à but humanitaire. Et bon, je regardais un petit peu comme ça, j'écoutais autour de moi, je faisais un petit peu des recherches. Et, et voilà, je suis tombé sur le nom de cette association et ça m'a intrigué. Jeanne Malve, il y avait rien d'autre, il fallait fouiller un petit peu plus pour savoir ce que c'était. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à les appeler, à prendre contact avec eux. Ils proposaient une formation. Tout de suite, ça m'a plu. Je me suis dit, ah bah ouais, ça a l'air sérieux et puis ça m'intéresse. Pourquoi pas? C'est plus tard, après, je me suis rendu compte qu'en effet, dans ma vie, moi, j'avais un père qui est décédé d'un cancer. Mais en écoutant plus profondément, je pense pas que ça soit ça qui était. Jamais trouvé que c'était ça qui était à l'origine euh, de cette investigation. C'est venu comme une évidence. Après, plus tard, je pense que par rapport à la quête que j'avais de la reconnaissance de qui nous sommes, je pense que cette question de fin de vie, elle était essentielle, d'accord. Et donc c'était comme une préparation. Hmm. Oui, tu veux dire que ce sujet-là, par rapport à l'enseignement que tu suis et que tu dispenses, Ça, c'est une question ouais. essentielle en fait au Ouais, cœur de c'est une question l'enseignement. essentielle. Hmm. Ouais, comme si c'était un apprentissage en fait à apprendre à mourir. Hein, aujourd'hui, je pense que véritablement pour vivre, c'est important d'apprendre à mourir, apprendre à mourir vivant. Hein, apprendre à Hmm. mourir à tout ce à quoi on est attaché, etc. C'est vraiment une libération. Et voilà, donc j'ai vécu ça comme un, comme un enseignement aussi, Oui, comme un enseignement profond. Et en même temps au cœur du vivant, au cœur de la relation. oui. Oui, oui, je comprends. Parce qu'en fait, les personnes que tu as accompagnées vraiment ou concrètement, etc., te faisaient avancer dans ton propre cheminement C'est ça, sur la exactement. préparation à, voilà, à C'est mourir, ça, ouais, tout à à fait, à ce lâcher. questionnement. Ouais, à ce questionnement de qu'est-ce qui fait qu'on est là, qui sommes-nous, hein, qu'est-ce qu'on est. Oui. Voilà. Et Oui. en même temps, au cœur de ça, il y avait
quelque chose qui s'était éveillé il y a longtemps déjà, mais avec lesquels, sur lequel il y avait pas de mots. Hein. On va mettre le mot d'amour là, mais ce ressenti profond d'une forme d'unité, de sentiment qu'on était tous unis, etc. Et là, vraiment, au cœur de ces accompagnements, ce qui s'est éveillé, c'est cette notion d'amour, en fait, qui était complètement inconditionnée, qui n'était pas liée à l'attachement, qui était là, qui se présentait lors d'une rencontre qui pouvait durer 2 minutes, comme 1 heure ou 1 journée. Et voilà, dans cette présence de l'instant sans condition. Sans condition, sans attente particulière, sans attachement, sans promesse d'un lendemain. Et ça s'est éveillé très rapidement, très tôt dans les premiers accompagnements, comme une surprise, hein, comme quelque chose qui émergeait là, et avec, pour moi, avec les mots que je mettrai aujourd'hui, hein, comme un remerciement, comme une grâce. Ah, magnifique. Oui, merci. Waouh, ok. Ok, tu as envie de rajouter quelque chose sur cette question ou on a fait le tour? Non, oui, je crois que j'ai dit ce qui était essentiel. Après, le reste, voilà. Oui, parfait. Merci. Donc, maintenant, on va passer à la seconde question. Quel est ou quel fut ton plus grand défi? Voilà, peut-être que le plus grand défi, c'était celui-là. Il y avait une quête, hein, une recherche, et de cette reconnaissance de qui on est. Hein, souvent dans les enseignements que je propose autour de tout ça, on parle souvent de l'éveil, hein, et donc à travers la littérature, les livres que je lisais autour de ça, ou des personnes que je rencontrais, ce mot il venait souvent, et il y avait comme un appel, hein, comme une quête, un désir profond de cela. Et en même temps, à ce moment-là, il y avait aussi justement à quelques moments comme une peur qui émerge là quand tu sembles être très près de se lâcher, en fait, hein, de se lâcher prise. Une peur. Voilà, pour ça, hein, je dirais que c'est peut-être le plus grand défi, hein, de traverser cette peur, de la regarder, oui. de la regarder, voilà, ouais, de la regarder en pleine conscience. Hein, comme si tu disais oui. Hein, pour donner un exemple, j'associerais ça à une forme comme une peur de l'abandon, tu sais. Oui. Et au moment où tu fais face, au lieu de résister, et comme si tu disais oui. Et qu'est-ce qui reste après? Qu'est-ce qui reste après une fois que tu as dit oui? Voilà, donc c'était un petit peu ça. Le plus grand défi, c'était celui-là. Oui, parce qu'ensuite, il faut aussi rappeler peut-être que toi, tu étais artisan peintre, enfin, tu as vraiment passé d'un corps de métier manuel à quelque chose. Donc là, j'imagine que là aussi, il y a dû y avoir un sacré lâcher-prise, bon, qui s'est peut-être construit au fur et à mesure, mais vraiment, cette différence entre le avant-après est quand même remarquable. Oui, bien sûr. Hein, il y a eu plein de petits défis qui ont été dépassés pour arriver à vivre ça, à vivre ça pleinement, joyeusement. Ouais. Oui. Très bien. Merci. Et alors, troisième question. Quelles sont les personnes qui t'inspirent ou t'ont inspiré et pourquoi? Alors, les personnes qui m'ont inspiré en lien avec ce que je fais aujourd'hui, c'est ça? Ah, c'est comme tu veux. Franchement, non, ça peut être dans ta vie d'avant, dans ta vie de maintenant, de ce qui t'a inspiré effectivement pour ce que tu fais aujourd'hui. C'est vraiment toi qui sais, qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore aujourd'hui. Ouais, je dirais que déjà, une chose essentielle, c'est la lecture des évangiles. À un moment, quand j'y suis venu, là j'ai senti quelque chose de très fort, même si je comprenais pas tout à ce moment-là.
Ensuite, bon, je vais dire des noms comme ça qui me viennent, des personnes qui m'ont inspiré. Bien entendu, Jean-Marc Mantel, le docteur Jean-Marc Mantel, avec lequel j'ai suivi un enseignement pendant 4 années, et qui est toujours une source d'inspiration, qui permet de stabiliser cette reconnaissance. Ensuite, à travers des lectures, des maîtres comme Krishnamurti, Maître Eckhart, le moine Maître Eckhart. Oui. Voilà. Puis après des figures dans ma jeunesse, des figures des hommes qui révèlent l'humanité, comme Martin Luther King, Mandela, d'autres choses comme ça, ouais. Mais sinon, au niveau de s'y être posé vraiment, Jean-Marc Mantel, les lectures que j'ai pu faire de l'œuvre de Krishnamurti à travers son enseignement oral qui a été retranscrit essentiellement. Et voilà. Après, ensuite, il y a des modèles sur mon chemin, comme des personnes que j'ai rencontrées lors de mon parcours avec Jalmar, personnes comme une psychothérapeute, amie, collègue, Daniel Sultan, des enseignants que j'ai pu rencontrer, comme ta sœur, Cathy Damiano. Oui. Voilà, des personnes comme ça que tu rencontres, c'est des rencontres qui te marquent. Ouais, voilà, c'est des personnes comme ça qui ont pu m'inspirer à un moment ou à un autre. Ouais. Oui, et en fait, le pourquoi, tu sais, dans une de nos conversations, tu m'as parlé de pointeurs. Tu m'as dit qu'en fait, Jean-Marc, comme toi, enfin, voilà, le terme approprié, c'était pointeur, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, c'est des personnes qui, à travers leur enseignement dans la sagesse non-duelle, vont venir pointer vers notre véritable nature. En fait, ils vont t'apprendre ou te permettre de voir ce que tu n'es pas. D'accord ? En fait, c'est par cette élimination qu'à un moment, naturellement, va émerger, va apparaître cette réalisation de qui nous sommes. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça des pointeurs. D'accord ? Ils vont venir pointer ce qui fait obstacle à cette réalisation qui est en fait déjà réalisée, mais qui a un oubli. Oui. Quel dommage, Quel dommage qu'on ait oublié, franchement. Ouais, on peut dire ça comme ça, quel dommage, ou alors super. Merci pour avoir l'occasion de s'en rappeler. Pour avoir l'occasion de s'en rappeler. C'est comme si peut-être c'est comme si on jouait à oublier pour se reconnaître de nouveau. Oui. En tout cas, du côté de l'hindouisme, le jeu, la Maya, enfin, c'est vraiment le jeu divin, d'oublier et jouer à reconnaître à nouveau. C'est ça. C'est notre... oui. C'est un grand jeu. Mais notre mental, il n'est pas toujours d'accord pour penser que c'est un jeu, quand même. Oui, complètement. Et quand justement, il n'est pas d'accord, c'est l'expression de la souffrance. Oui, en effet, c'est le grand jeu du jeu. C'est ça. C'est le grand jeu du jeu. Et en effet, quand il y a cet oubli, il y a la manifestation, d'accord, donc d'une souffrance. Une souffrance qui est à la fois, donc, comme son nom l'indique, quelque chose qui est difficile, qui est pénible, et en même temps, cette souffrance, c'est une alerte et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si c'était un aiguillon, un aiguillon qui va interroger la source, qui va ramener à la source. C'est vrai. Mais en fait, l'écoute de cette souffrance, le questionnement de la souffrance, c'est certainement ce qui te ramène plus immédiatement à la tranquillité. Oui, c'est vrai. C'est l'agent provocateur, je dis. Ouais, c'est ça. Super, merci. Alors, peut-être la 4e question. Est-ce qu'il y a la chose qui te tient le plus à cœur dans cette vie? À l'heure actuelle, c'est vraiment de transmettre.
Hein, c'est de transmettre, de partager, de prendre soin de toutes les rencontres, de chaque instant, et vraiment de transmettre, hein, de proposer en fait, hein, de proposer. Et donc j'ai la chance, j'ai la joie de pouvoir le faire aussi bien dans mon travail de thérapeute que dans mon travail de formateur, hein, d'aiguiller, d'éveiller, d'allumer la flamme. Voilà, à travers des petits mots, à travers des pointages. Oui, des pointages. C'est le point sonneur, c'est le Tu point es sonneur de la confidence. un allumeur de prise de conscience. Ouais, j'aime Hein? bien ça, j'aime bien ça. C'est ça. Au départ, tu vois, avant de travailler comme thérapeute et formateur, une fois après avoir quitté mon ancien métier d'artisan, j'ai travaillé comme animateur socioculturel et éducateur. Là, c'est ça, hein, c'est animer. Animer, je crois que voilà, c'est certainement mon talent que je continue à travailler. Hein, c'est Oui. animer, et là, dans ce sens-là, ouais, c'est ça, c'est permettre animer, maintenir la flamme pour que ça puisse s'éveiller en chacun de nous. Ouais. Et alors justement, comment ben oui, on va essayer d'expliquer un petit peu parce que nous, on a nos lecteurs de Soul Éphémérisme et la chaîne YouTube, elle est ouverte à tout le monde. Donc, comment tu t'y prends? Oui, si tu peux un peu nous expliquer comment tu t'y prends justement pour animer, pour allumer la flamme auprès des gens. Est-ce que Je tu as ne été... l'allume pas. Hein. Je ne l'allume pas. Hein. J'essaye de permettre aux personnes de la reconnaître, hein, de Oui, de la l'animer, reconnaître. de la permettre de fleurir en eux. Hein, comment je m'y prends? Ben justement, en essayant de leur montrer ou de les aider à enlever les obstacles à cette lumière. Hein, voilà. Alors après, dans le comment, ben, si c'est des personnes qui viennent vers moi euh, dans une demande d'accompagnement en lien avec une souffrance momentanée chez eux, donc il y a deux possibilités. C'est soit ils viennent simplement et ils recherchent un travail au niveau d'une psychothérapie, et donc là j'ai les outils qu'il faut, et c'est ce que je vais essayer de faire avec eux. Et lors de ce travail, en même temps, je vais essayer de les initier aussi à un autre regard. Et quand il y a une demande et quand il y a une réponse, bah, le travail il va ensuite après se poursuivre dans cette voie-là, plutôt que de rester fixé que dans des problématiques qui tournent autour du moi. D'accord. Donc Voilà. tu fais la différence en fait. Quand tu es en psychothérapie, tu agis au niveau psychologique, on va dire, donc au niveau du moi. Ouais, voilà. Si Mais vraiment la personne, c'est sa seule demande, et qu'elle vient que pour ça, à ce niveau-là, bah, dans un premier temps, autant que c'est nécessaire, je vais essayer de l'aider dans cette voie-là. Hein. C'est pas incompatible. Et pendant ces périodes-là, comme en même temps, souvent, donc aux personnes, je leur propose de méditer ou de participer à des ateliers de méditation, et bien lors de cette approche méditative, hein, alors à ce moment-là, il peut se révéler quelque chose chez eux vers lequel ils vont avoir envie, à travers cette ouverture, si tu veux, ils vont avoir envie d'apprivoiser un peu plus. oui. D'accord. Donc il y a quelque chose de sensible qui s'éveille progressivement, vers lequel quelquefois ils ont envie d'aller de façon plus profonde. Bon, Voilà. de toute façon, je pense que voilà, il n'y a pas de hasard. Donc les personnes qui viennent vers toi, c'est parce que tu dégages et tu informes dans un niveau invisible, voilà, quelque chose une autre réponse, voilà, un autre chemin. Oui, c'est ça en fait. Le chercheur, hein, celui qui cherche profondément, à un moment, il va trouver quelqu'un, ou lui-même, il n'a pas forcément besoin de faire appel à quelqu'un, mais souvent, malgré tout, c'est le cas, et donc il va finir par trouver quelqu'un qui lui correspond, hein, comme on va trouver le parfum qui nous correspond. Hein, c'est toujours le même.
l'enseignement, il est toujours le même, mais il prend des formes et des manifestations différentes. Et c'est ça qui est joyeux aussi, parce que quelques-uns, ils vont venir vers des personnes comme moi, parce que, comme tu dis, l'énergie, comment ça se manifeste avec moi, ça leur convient. D'autres, pas du tout. Donc, ils trouveront quelqu'un d'autre sur leur chemin à partir du moment où la quête, elle est sincère. Tout à fait. Voilà. Oh, merci, merci, merci. Alors, passons à la 5e question. Quels sont tes projets? Alors, pas pour l'année à venir, mais pour l'année en cours ou sur une année qui vient, comme tu veux. Les projets en cours, d'abord, c'est déjà... il y a une continuité dans les formations auxquelles je participe. Il y a une continuité des accompagnements des personnes qui me suivent et de façon plus proche là en projet, en termes de projet. Là, il y a le chemin de Compostelle que je propose tous les ans depuis plus de 12 ans maintenant. Pendant une à 2 semaines par an, je propose un stage sur le chemin de Compostelle. Je prends le prétexte du chemin de Compostelle à travers ces magnifiques chemins et en même temps toute l'atmosphère, toute l'âme qui circule sur ce chemin, pour en même temps aussi proposer donc un accompagnement à la reconnaissance de qui nous sommes, pendant une semaine ou 15 jours quelquefois. Et ça va se produire donc là cette année du 21 juin au 29 juin, voilà, sur la voie, ce qu'on appelle la voie d'Arles, entre Saint-Guillaume-du-Désert et Castres. Ça va être joyeux et dans un paysage magnifique. Oui, et puis au solstice d'été, c'est ça? Ouais. Magnifique, magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment ça se passe? Vous marchez le jour, il y a des enseignements le matin, enfin voilà, dis-nous tout. Ouais, c'est ça, on va marcher donc pendant 7-8 jours, 8 jours. Oui. Et comment ça se passe? Eh bien, donc le matin, on fait déjà un petit tirage de cartes. J'aime bien utiliser ça comme support de projection pour aider les personnes en fait à mettre des mots sur des ressentis, sur des désirs, sur des attentes, etc. Donc le matin, on fait un petit tirage individuel de tarot. Je suis pas un spécialiste de ça, mais malgré tout j'ai un petit peu de connaissances dans ce domaine et voilà, je me sers des cartes pour aider les personnes à mettre des mots sur ce qu'elles vivent et sur ce qu'elles attendent de la journée. On fait un tirage de groupe aussi. Ensuite, après, on va prendre tranquillement le chemin. Ce qui est l'indication, c'est que chacun est libre de marcher à son rythme, etc. Tout le monde a bien l'indication de la prochaine étape avec tout ce qu'il faut pour être rassuré qu'ils vont pas se perdre. Et donc, la proposition, elle est faite le matin, c'est que voilà, à partir du moment où on va commencer le stage, des 7 jours ou plus, s'il y a plus de jours, les personnes, je leur dis bien que moi je suis disponible pour elles du matin au soir. À tout moment, elles peuvent venir vers moi pour poser leurs questions, comme j'aime bien dire, pose ta question. Voilà, et ça c'est complètement libre et quelquefois je vais vers eux, mais je les laisse vraiment le plus possible tranquilles. Et pendant la journée de marche, ensuite, après, je propose quelques pauses où là on va faire quelques exercices de présence à soi au niveau de la respiration, au niveau du corps, des moments de méditation ou alors des propositions d'apprendre à regarder sans nommer, sans interpréter, sans évaluer, d'être bien conscient de ce qui nous entoure avec les yeux ouverts. On va se poser face à la nature. Il y a toujours un spectacle magnifique qui est proposé là. Et voilà, donc là, c'est des petites pauses tout au long de la journée qui permettent à la fois de reposer le corps physique et de se rappeler à être présent. Voilà, à se rappeler à la présence, à être présent. Et tout au long de la journée, donc les personnes, à des moments différents, elles viennent vers moi si leur cœur leur en dit et viennent poser leurs questions ou partager ce dont elles ont envie de partager ou déposer ce qu'elles ont envie de déposer. Oui, c'est ensuite, très spontanément. Ouais, ok. Il n'y a aucune obligation voilà. de quoi que ce soit. Tout à fait. Et
Et ensuite, après, en fin d'après-midi, en milieu d'après-midi, début d'après-midi ou fin d'après-midi, ça dépend de la distance qu'on a parcourue. Quand on arrive au prochain gîte, à la prochaine étape, il y a un moment vraiment de totale liberté pour chacun, prendre ses douches, se restaurer, enfin quoi que ce soit. Et ensuite, selon comment je le sens, je vais proposer donc un moment de rencontre où là, on va d'abord échanger sur le vécu de la journée, comment chacun va partager comment il a vécu cette journée, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a compris, etc., qu'est-ce qu'il a ressenti. Et voilà, donc de nouveau, après, ensuite, on fait de nouveau un moment de pause où chacun est libre. Soit on va se restaurer, participer au repas, ça va dépendre du temps qu'on a. Et en général, il y a souvent un autre moment qui est proposé de méditation, de pleine conscience, où là, on se pose ensemble et où je vais guider, en fait, une méditation qu'on partage tous ensemble avant le coucher. Eh bien, ça et donne envie. on reprend ça le lendemain. Ok. Voilà. Et vous faites combien de Le lendemain de la kilomètres par semaine. jour à peu près pour ce... De moins en moins. De moins en moins. Donc ça, c'est mon travail en amont, hein, c'est de regarder les étapes et j'essaye de trouver des hébergements qui permettent de faire des étapes qui soient pas trop longues. Donc ça varie entre 15 kilomètres et 25 au maximum. J'essaye. Bon, quelquefois c'est difficile, mais voilà, j'essaye que ça soit pas plus long que que ça aille pas au-delà de 23 25 kilomètres. Ok, oui. C'est pas tellement le nombre de kilomètres, c'est surtout le dénivelé qu'il y a sur le parcours qui est. Ah. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Oui, parce que bon, ça reste vraiment intéressant de voir que c'est pas les kilomètres qui comptent, c'est vraiment comment on le parcourt et puis toute l'aide que tu peux amener justement pour le parcourir de la meilleure des façons. Oui, et puis comme je l'ai fait je l'ai fait il y a très longtemps et que j'ai une bonne pratique de ce chemin. En même temps, ça me permet en amont de vraiment permettre aux personnes de les conseiller sur ce qu'elles doivent emmener, pas emmener. Je réserve tout à l'avance. Ils n'ont pas de souci à se faire à ce niveau-là. Les gîtes sont réservés. Ils savent qu'ils auront un abri, de quoi manger. Oui, c'est très confortable, pour la personne qui vient. C'est très confortable. Voilà. Et justement, comment c'est venu la première fois? Enfin, tu t'en souviens? Je ne sais pas. Comment c'était? Je m'en souviens très bien. Ça fait partie des rencontres dont on parlait tout à l'heure. Donc, un week-end, une amie, mon amie Danielle Sultan, là, qui est psychothérapeute, elle était aussi artiste et elle m'avait invité au vernissage d'une expo où elle participait. Et lors de ce vernissage, donc il y avait d'autres amis de Jeanne Mave. Il y avait Monique Grandjean, là, une personne que j'aime beaucoup, et qui était là. Mais tu sais comment c'est dans les associations, souvent on rencontrait pas la deuxième personne du couple. Et lors de ce vernissage, donc il y avait le mari de Monique qui est venu, qui s'appelle Michel Grandjean. Et lors d'un échange, discussion, et lui, il allait être à la retraite et on discutait et je lui disais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et il me dit, j'aimerais bien entreprendre le chemin de Compostelle, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un avec moi pour le faire avec moi au début. Et tu vois, de façon spontanée, alors que, parce que je disais, à aucun moment j'avais pensé à ça, et je lui dis, ça doit être chouette ça, écoute, si c'est possible, moi j'aimerais bien le faire avec toi, écoute, on laisse ça fleurir, et puis on va voir comment ça résonne, et puis voilà. Et puis une chose en amène une autre et à un moment, on en a parlé de plus en plus. On a trouvé une date qui nous convenait et voilà. Et nous voilà partis. Nous voilà partis. Et c'était bien entendu. C'était en 2003, l'année de la canicule, grosse chaleur. Ah oui. On avait rendez-vous avec l'enfer. Effectivement, mon Dieu. D'un côté, c'était l'enfer, il y avait l'amour qui nous attendait de l'autre côté, il fallait traverser le pont.
Mais alors cette fois-là, c'était long? Enfin, comment vous étiez parti de où et arrivé à où? Alors là, cette fois-là, donc traditionnellement, les personnes qui entreprenaient le chemin de Compostelle, dans la tradition, c'était de partir de chez soi. Hein. Tu franchissais le palier de la porte là, avec ton sac ou pas, ou ton baluchon, et direction Saint-Jacques, Santiago de Compostelle. Ok. Et donc là, c'était notre désir à ce moment-là, mais à cause de la canicule, les chemins dans les Alpes-Maritimes étaient fermés, donc on devait partir de Péménade et on n'a pas pu, donc on a démarré à côté de Arles, à Saint-Gilles. Voilà, on a D'accord. démarré de Saint-Gilles et on a entrepris ce qu'on appelle la voie romaine, la voie Aurélia. Hein, c'est pas la voie du Puy-en-Velay, c'est la voie Aurélia qui part de Rome et voilà, qui rejoint. Voilà. Et donc là, on était parti pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pour marcher plusieurs mois. D'accord. Waouh. Mais enfin, Oui. c'est de le dire. Bon, enfin, c'est pas à cause, mais en fait, j'ai été obligé de m'arrêter avant. J'avais une très grosse tendinite je risquais la fracture. Il y avait trop de déshydratation, les sacs étaient trop lourds, on marchait en autonomie, je portais souvent un peu le poids de mon collègue, on en riait beaucoup parce que tu sais, mais t'as des gens, t'as des foulées de 7 lieues et moi je suis tout petit, tu ne m'attends pas, je suis vieux et tu es jeune, c'est chose qu'on peut rire. C'était un travail magnifique au niveau de l'acceptation. Ah ouais, c'était très puissant ce chemin avec cet ami magnifique. Et bon, voilà. Ça a été partie remise et tu vois, il n'y a pas de hasard. En fait, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais arrêté mon travail, mais j'avais pas de boulot. Et le lendemain de mon retour, on m'a proposé un travail extraordinaire dans un lieu unique. C'est là où j'ai travaillé comme animateur et éducateur à Théoul-sur-Mer, à la Villa Saint-Camille, et où j'ai appris tellement de choses et fait tellement de belles rencontres dans ce lieu. Voilà, donc c'était... Waouh. Voilà. Oui. Voilà. Si on peut, ça dépend comment on regarde les choses. Et là, franchement, merci, quoi. Merci. Wow, c'est magnifique. Merci de partager cette belle expérience parce que. Et ensuite, on a repris. J'ai interrompu à cause de quoi, grâce au travail que j'avais. Je me suis épanoui là-dedans et il a fallu attendre quelques années, 2 ans, une interruption de 2 ans avant de reprendre avec mon ami Michel. Notre parcours et on a fini à partir de ce moment-là, on faisait tous les ans 10-12 jours sur le chemin et on a fini par arriver à Santiago et d'aller un petit peu plus loin à Fisterra, au kilomètre 0. C'est là où on va brûler les métaux dans la tradition des pèlerins de Compostelle. Et des alchimistes, et oui, je sais voilà, qu'on va jusque-là. C'est pas Saint-Jacques de Compostelle, ça s'arrête pas là, ça va jusqu'à Finistère, effectivement. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a encore 3 étapes magnifiques et tu arrives là. Ouais. Bon, regardez, c'est ça, hein, symboliquement, c'est ça. Hein, si tu vas te mettre, on va remonter jusqu'au phare parce qu'en fait, c'est vraiment au bord de la mer là, et tu as le petit village de pêcheurs. Et ensuite, pour aller, traditionnellement, les gens ils vont remonter. En fait, si tu remontes, tu fais 2 kilomètres là pour aller jusqu'au phare, et tu vas te retrouver sur les rochers là. Et là, de nouveau, c'est la première fois que tu revois donc l'océan. Hein. Tu vas voir l'océan, et donc là, on va regarder le coucher de soleil derrière l'océan. Donc, tu meurs à ton ancienne vie pour naître à ta nouvelle vie. Et ce qui s'est passé cette année-là avec mon ami Michel, tu vas sourire. Et un truc qui était génial, c'est que donc on vit ça ensemble et c'était magnifique. Hein, on pleurait de joie. Et comme on avait rencontré plein de jeunes qui nous avaient suivis pendant ces 10 jours sur le chemin, mais on les avait quittés à Santiago. On les avait quittés à Santiago, ils voulaient passer une journée de plus et nous on avait décidé de continuer. Et donc le soir même, on a décidé avec Michel de passer une journée de plus à Fisterra pour les attendre et leur dire au revoir avant de rentrer. Et donc on a refait le coucher de soleil le lendemain avec eux. Et là, c'était magnifique. On a vu le coucher de soleil et un coucher de lune pratiquement à quelques
quelques secondes, quelques minutes d'écart, il y avait la lune et le soleil qui descendaient en même temps. C'était extraordinaire. Magnifique. Ouais. Ah. Et voilà. Et on a été bénis le lendemain matin sur la plage, parce que comme j'écoutais, mais pas encore suffisamment, Michel, mon maître, là, mon alchimiste du chemin, il me dit, t'es sûr que tu veux rester sur le sable là, avec les filles là-bas et tout? Je dis, ouais, on est bien là. Il me dit, bon, d'accord, ok. Et puis le lendemain, j'avais oublié qu'il y avait la marée. Et le matin, c'était la bénédiction. On a été bénis matin. C'est vrai que nous, avec la mer Méditerranée, la marée, on l'oublie un peu, hein. C'est ça. Ça, j'avais pas d'expérience de l'Atlantique. C'était ma première expérience de l'Atlantique et voilà, j'ai été gâté. Et on a beaucoup ri. Voilà. Et petit à petit, donc, tu en es venu à proposer à des personnes, puisque toi, tu commençais à bien connaître le chemin, de dire, je mélange et un confort des étapes, parce que franchement, oui, c'est très confortable de se dire, la personne, elle sait tout pour nous, on peut être là pleinement, en fait, hein. Et puis, en même temps, de dispenser l'enseignement, ça, c'est venu petit à petit, alors. C'est ça, c'est ça. Et puis, oui, c'est venu petit à petit, en fait. C'est venu grâce à cette chance, des rencontres. Donc, Michel, c'est Michel un jour qui m'a dit, mais là, avec tout ce que tu connais, tout ce que tu partages, ça te plairait pas de partager ça sur le chemin de Compostelle? Tu vois, c'est en fait, à chaque fois, c'est ça, hein, c'est Michel, avant c'était Daniel, des gens comme toi aujourd'hui, voilà, chaque fois, j'ai cette rencontre avec des personnes comme toi aujourd'hui, comme Jean-Marc, comme Daniel, comme ta sœur, comme Michel, qui me dit, tiens, mais pourquoi tu ferais pas ça? Pourquoi tu ferais pas ça? Daniel Sultan, qui est là, lors d'un accompagnement, en fin de vie, on va boire un café ensemble, et me dit, mais pourquoi tu reprendrais pas des études pour devenir psychologue? T'es tellement doué pour ça. Et puis alors là, moi, à ce moment-là, j'avais tellement peur, j'ai dit, n'importe quoi, je n'ai même pas mon bac, est-ce que tu veux que je fasse ça? Tu vois? Et en fait, c'est ça. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est comme si, je pouvais partager tout ce qu'on m'a partagé, tous ces allumeurs de flammes là, à leur façon à eux aussi. C'est ça, tu vois, on est tous en connexion. C'est toujours la même flamme, quoi. D'accord. Et voilà, ça continue aujourd'hui. Voilà. Voilà comment ça a commencé. Magnifique. Écoute, j'espère qu'on aura vraiment donné envie à nos auditeurs que au prochain stage, tu vas plus savoir où les mettre. Non, c'est malgré tout, ça reste. Non, en général, tu fais des groupes de combien à peu près? J'imagine que voilà, pour que ce soit gérable. Oui, ça m'est arrivé de faire un groupe de 12, c'était parfait. 12, c'était la complétude, c'était parfait. Mais c'est assez rare parce que après, ensuite, c'est très compliqué de trouver les gîtes où je peux trouver des réservations pour autant de personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le chemin. Et puis, il n'y a pas des gîtes qui ont tous des capacités pour pouvoir accueillir. Voilà. Alors, il y en a en Espagne. En Espagne, c'est simple. En Espagne, c'est assez simple. Il y a tellement de gîtes qu'on arrive à trouver. Mais en France, même s'il y en a de plus en plus, là, par exemple, pour cette année, j'ai eu du mal déjà à réserver pour 6 personnes. Oh, d'accord. Voilà. Ok. Oh, écoute, en tout cas, vraiment, ça donne envie. Donc, je pense que ça va faire des émules. Voilà. Merci Marc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou vraiment là tu as je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci. Donc merci beaucoup à toi pour tout ça. À bientôt. Et puis voilà. Et puis merci aux personnes qui viendront vers toi à travers Sous l'éphéméris pour un moment d'écoute. Voilà. Super. Merci pour un moment d'écoute. On se retrouve tous en fait. Hein. Oui. Voilà. Au cœur de cette écoute, on est tous un. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci Marc. Alors au prochain podcast, alors est-ce que tu sais déjà quel sera le thème du podcast ou qu'est-ce que tu auras envie de nous parler de quoi?
Je pense qu'on va parler sur le thème d'abord peut-être justement d'aborder qu'est-ce que la souffrance, hein, et comment voilà ouais, le thème de la souffrance. Ok. Et puis on va le voir à travers le thème de la souffrance. Ça me permettra d'expliquer un petit peu comment je procède et comment on peut apprendre à dissoudre cette souffrance. Et voilà. Oh, magnifique, magnifique. Voilà. Merci. Alors, vivement le prochain podcast. Je suis impatiente. Au Après, revoir. sauf si tu as une proposition ou il y a quelque chose Ah que non, tu... c'est magnifique. Moi, ça me va très très bien. Tu sais, c'est toujours très ouvert puisque cette multiplicité, voilà, tu vois, on est tous un, mais en même temps, c'est la multiplicité qui s'exprime à travers chacun et c'est tellement important, c'est tellement beau. Moi, je laisse faire ça, bien sûr. C'est un très très Voilà, et bon sujet. bien entendu, à travers ce thème de la souffrance, on restera pas fixé sur la souffrance, hein, on va voir justement associé à ça, on parlera beaucoup de ce mot qui est amour, hein, et donc de qu'est-ce que c'est que l'amour. Je pense que si on a le temps, on pourra aborder ça au cœur de ce thème qui est la souffrance. Avec Voilà. grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Alors à très bientôt pour le deuxième podcast. Au revoir Marc. À bientôt Cécile, À bientôt. à bientôt Au revoir.